Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans le 34e épisode du podcast d'Axe Open. Aujourd'hui, on se retrouve pour échanger sur un sujet qui nous concerne tous depuis 2016, le RGPD. On va parler bien sûr des grands principes, de la mise en conformité, mais surtout de l'application réelle du RGPD au sein des SI des entreprises et lors du développement de projets informatiques. Pour parler du sujet, j'ai aujourd'hui avec moi, comme d'habitude, les deux acolytes, Philippe. Bonjour. Arthur. Bonjour. Et aujourd'hui, on a un invité aussi assez spécial qui est Thibaut Gonin, qui est un des anciens de chez Axe Open, donc on connaît depuis un certain temps, et qui nous avait quittés il y a quelques années pour cofonder une nouvelle entreprise qui s'appelle Bloom PPM. Thibaut, je te laisse te présenter aujourd'hui en quelques mots. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Thibaut, je suis consultant en gestion de projet et cofondateur, comme tu l'as mentionné, de Bloom PPM. Globalement, on apporte à nos clients des solutions de gestion de projet. Sur le plan du RGPD, dont on va parler aujourd'hui, on a réalisé notre mise en conformité l'année dernière. Et on commence à accompagner des clients sur ce sujet. Ok. Très content d'être de retour aux sources. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Du coup, pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va poser les bases. Thibaut, donc c'est toi qui vas avoir l'honneur de le faire cette fois-ci. Je suis un peu jaloux. Avec Philippe aujourd'hui, tu vas être un peu mis de côté, mais on va peut-être te réintégrer sur toujours quelques questions. Toujours la nouveauté. Voilà. C'est ça. Non, mais la prochaine fois, tu seras de retour. Donc Thibaut, si tu peux nous dire dans les grandes lignes, assez simplement pour que tout le monde comprenne, le RGPD, c'est quoi ? Alors, le RGPD, du coup, c'est le Règlement Général sur la protection des données. Alors, je vous rassure, je suis pas juriste, donc on va essayer d'éviter au maximum les parties trop juridiques. Ouf. Juste pour un petit rappel, ça reste un règlement européen, donc c'est pas juste français, c'est sur l'ensemble de l'Europe, sur la protection des données. Ok, et c'est quoi du coup les grands principes qui se cachent derrière ce règlement ? Si je dois vraiment résumer, il y en a deux grands, c'est renforcer la protection des données personnelles pour les Européens, et c'est aussi responsabiliser les différents organismes publics ou privés. Ok, et qu'est-ce que tu entends par données personnelles du coup ? Alors c'est une bonne question. Les données personnelles, c'est souvent plus large que ce qu'on peut penser. Ça peut être une adresse mail, ça peut être donc nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, toutes données relatives à un individu qui permettent de le caractériser nominativement. Par exemple, je sais pas moi, si je prends Philippe, son adresse, son numéro de téléphone et même sa boîte mail professionnelle. Ok, donc ça ne concerne pas uniquement juste les données dites sensibles type carte bleue, etc. C'est vraiment toutes les données qui peuvent, être rattachées à une personne, quoi. Ok, et donc le RGPD, donc finalement, c'est quoi son objectif principal en fait ? Pourquoi est-ce qu'il a été créé ? Alors, c'est pour faire des pop-up de consentement, non ? C'est pour faire des cookies, c'est ça, c'est pour demander si on accepte. Exactement, c'est un nouveau jeu en fait sur le site web pour avant d'arriver, pour avoir le droit d'arriver au site web. C'est ça, cliquer sur 14 pop-up. C'est savoir qu'on est capable de cliquer ou pas. Du coup, il y a plusieurs objectifs. Alors, je vais pas rentrer dans l'ensemble de ces thématiques parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a souvent plus que ce qu'on peut penser. Un premier objectif, c'était d'encadrer en fait tous les traitements de données personnelles au sein de l'Europe. Deuxième objectif, c'est d'harmoniser les législations, parce que forcément, c'est très compliqué quand on a un service numérique, une application SaaS ou autre. Si en France, il y a une loi, en Allemagne, une autre, en Italie, une autre. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un seul règlement unique qui s'applique à l'ensemble des pays européens, ce qui est beaucoup plus simple pour les compagnies européennes. Ah, surtout si une entreprise qui est, admettons, française, qui fait du business aussi à l'Europe, ça doit être compliqué après, effectivement, si tu as des divergences entre les différents règlements pour gérer... Exactement. Ouais. Et ça permet aussi du coup de protéger aussi face à des grosses compagnies comme on connaît Google, Facebook, etc. pour leur donner un peu un cadre légal pour qu'ils aient le droit d'opérer en Europe. Il y a beaucoup de choses, alors je rentrerai pas dans les détails, mais ça va du droit à l'effacement. On a le droit de demander l'effacement de ces données. Ça peut droit à la portabilité, on peut demander la portabilité de ces données. Voilà, on doit notifier les fuites de données. Il y a beaucoup de choses. Je rentrerai pas dans tous les détails, mais il y a beaucoup de choses et plus que le simple cookie ou cookie wall parfois sur certains sites web. Et ultimement, il y a aussi un enjeu qui est de responsabiliser certes, mais si jamais il y a des dérives, de sanctionner.
On verra ça plus tard, je crois. J'ai une question par rapport aux grosses entreprises type Google ou Facebook. Donc la loi, elle est arrivée, je crois, en 2016. Ouais. Est-ce qu'ils étaient déjà prêts ou est-ce qu'ils sont encore en train de se mettre à jour ? Est-ce que c'est déjà fait ou est-ce qu'ils font exprès de traîner ? Enfin, comment ça fonctionne au niveau des très très grosses entreprises qui, à mon avis, Facebook, c'est pas en 2 heures qu'ils arrivent à se mettre à jour, surtout que les lois américaines étaient très très laxistes, je pense, de ce côtéla. Ils ont fait l'effort globalement. Alors après, ils se sont quand même pris des amendes. Ça a été parmi les premiers à se prendre des grosses amendes. Mais dans les grosses entreprises, on a des amendes chez Google, chez Facebook, chez Amazon également. En dernière en date là, au niveau en France, c'est Amazon qui s'est pris plusieurs millions d'euros d'amendes pour non-respect, je crois, des cookies, justement. Ouais, des cookies. Voilà. Mais justement, est-ce qu'ils sont pas plutôt du genre à prendre les amendes et du coup temporiser pour continuer de récupérer le plus de données possible ? Parce que je sais qu'il y a une pratique qui se fait pas mal d'avoir un budget amende, de dire on prend les amendes et tant pis pour les données. Alors ça, c'est un point sur lequel le RGPD a quand même essayé d'apporter une réponse, parce que les amendes encourues peuvent monter très 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 haut. On en parlera tout à l'heure, mais ça peut aller jusqu'à le maximum entre 4% du chiffre d'affaires mondial et 20 millions d'euros. Donc 20 millions d'euros pour un Facebook ou un Google, c'est je sais pas combien de secondes de business c'est. Par contre, le pourcentage du chiffre d'affaires mondial, ça fait mal. Ouais. Là, par contre, ça peut faire beaucoup plus mal. Et là, du coup, ils rigolent plus avec ça. Et du coup, donc on parlait des grosses entreprises, mais finalement, le RGPD, ça concerne qui ? Ça concerne toutes les entreprises, toutes les organisations au sens large, type, je sais pas, association, le public, ça concerne vraiment tout le monde ? Ou est-ce qu'il y en a qui sont peut-être exemptés de ce règlement ? Oui, alors après, le niveau d'exigence est différent en fonction des entités, en fonction du type de données traitées. Typiquement, des données de santé, par exemple, c'est beaucoup plus rigoureux. Globalement, pour faire simple, si vous êtes une entreprise, une entité privée ou publique en Union européenne, vous êtes soumis au RGPD. Deuxième cas, vous êtes une entreprise qui est aux États-Unis, par exemple, mais vous traitez sur des données de personnes européennes, de citoyens européens. Vous êtes soumis au RGPD concernant les traitements de ces données personnelles. Et enfin, même pour donc vous êtes une boîte américaine et vous suivez par exemple des données personnelles, par exemple de déplacement de citoyens américains sur le sol européen, vous êtes aussi soumis au RGPD. C'est à peu près les 3 cas. Tout le monde, quoi. Voilà. Donc c'est assez large. Et, en gros, c'est ce qui se passe en Europe et pour les entités qui sont européennes. D'accord. Et donc le RGPD, le règlement, il est sorti en 2016, hein, si j'ai les bonnes dates, mais en tout cas c'est vers cet horizon-là, ça fait déjà quelques années. Finalement, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse si tard, j'ai envie de dire, à la protection des données personnelles ? Pourquoi est-ce que finalement, parce que ça fait quand même des années, à partir des années 2000 qu'on a commencé à faire ce genre de choses, après il y a eu le big data, etc. Mais pourquoi est-ce que ça intervient seulement en 2016 quoi ? C'est une bonne question. Alors bon, je pense que Philippe aurait peut-être un avis sur la question. Après, oui, non, je pense qu'il y a entre la prise de conscience du public, la prise de conscience politique, dans n'importe quel sujet, il y a toujours un décalage de 10 ans. Quoi. Entre le moment où la pratique se met en place et le moment où le législateur commence à s'y intéresser, il se passe des temps infinis. Quoi. Et il n'y avait vraiment rien du tout avant. Alors s'il y avait des choses, alors déjà 2016 c'était la date du vote, donc l'applicabilité du règlement c'est 2018. Donc déjà il y a eu 2 ans entre le moment où ça a été voté et le moment où c'était applicable. Et ça part pas de rien. Hein. Il y a en France, par exemple, il y avait la loi française informatique et liberté de 78. Alors, je vais pas faire tout l'historique, mais globalement, ça s'appuie quand même sur déjà des choses qui existaient. En Europe, il y avait une directive sur la protection des données personnelles de 95. Donc il y avait déjà des choses, mais là, ça permettait vraiment d'unifier les réglementations de chaque pays dans un règlement unique, dans un but effectivement de protéger les données des Européens qui commençaient à se faire piller aussi, parce que je pense qu'un des enjeux aussi pour lequel il y a eu cette réaction-là, c'est qu'on a vu des gros aspirateurs de données américains qui commençaient à jouer des législations, etc. Et donc à un moment, ils se sont dit stop, il faut qu'on ait une réglementation unique, cohérente, qui permette du coup de traiter de grandes parties des sujets liés aux données personnelles. Et si on fait un petit état des lieux aujourd'hui, du coup, parmi les différentes organisations, en tout cas entreprises que j'avais l'habitude de fréquenter, aujourd'hui, est-ce que tout le monde est conforme avec les règles de la RGPD ou est-ce que c'est pas encore le cas ? Alors,
De la RGPD, personne. Du RGPD, il y a des gens. Philippe, j'ai fait l'erreur parce que quand j'ai commencé à étudier le sujet tout au démarrage, je disais toujours la RGPD et j'ai du mal à m'en défaire. Passons. Alors, si je raisonne un petit peu d'un point de vue un peu gut feeling en se disant qu'est-ce que j'ai l'impression que aujourd'hui très peu de personnes sont vraiment conformes, très peu d'entités sont vraiment conformes à la RGPD. Je me suis renseigné un petit peu pour le podcast. Et on est tombé sur un rapport d'une société qui s'appelle Netflix, début 2020, qui disait que 23% seulement des entreprises françaises, donc je parle bien des entreprises, donc il y a aussi les associations, etc., mais 23% des entreprises françaises se conforment au RGPD. Ce qui est très peu. Alors après, on le verra peut-être dans la suite, il y en a certaines entités se sentent moins concernées que d'autres et dans les faits le sont moins. Forcément, quand on est exposé au public, notamment, qu'on a des millions d'utilisateurs ou de clients, on a beaucoup plus d'enjeux à gérer. Mais le règlement s'applique à tous et il s'applique autant à ces sociétés-là qu'à des sociétés comme la mienne ou Axopen. Et moi, j'ai juste une question concernant justement, est-ce qu'il y a un tampon à RGPD ou est-ce qu'il y a une entreprise qui vient faire un état des lieux, qui vient dire, OK, vous êtes conforme à RGPD, ou est-ce que c'est, on fait confiance à tout le monde et si on prend un contrôle, on l'est ou on l'est pas? C'est la deuxième solution. C'est le contrôle, c'est le contrôle. De manière générale, pour toutes les lois, c'est ça. Pour toutes les lois, c'est ça. Ouais. Tu es considéré comme respectant la loi tant que tu n'as pas un contrôle qui ne te dit que tu l'es pas. Il n'y a pas de certification RGPD. Okay. Exactement, c'est pas de l'ISO, c'est pas régime de certification, c'est vraiment nul est censé ignorer la loi et tout le monde est censé être en ligne avec ça. Donc c'est un peu la difficulté aussi, c'est-à-dire que c'est difficile de dire, quand on parle de conformité RGPD, finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Et bon, ça nous emmènera un petit peu loin, mais c'est vraiment ça. Qui se dit conforme, il y a un certain nombre de choses, mais personne n'est conforme à 100%, parce que même dans une société où il y a de la conformité, il y a toujours des zones d'amélioration. Donc c'est un processus d'amélioration continue où là on doit renforcer la sécurité d'accès aux données, là on doit renforcer la partie juridique, etc. Donc il y a aussi cette notion-là qui peut être un peu floue, mais qui malgré tout, la CNIL, quand elle va faire un contrôle, elle voit quels efforts ont été faits et où est-ce qu'on en est. Si on n'a rien fait du tout, si on n'a pas un registre des traitements, etc., là on est sanctionnable. Tout à fait. Mais aujourd'hui, ils sont quand même beaucoup plus attachés à ceux qui font de l'argent avec les données et ils ont foutu un peu la paix. En tout cas, ils ne sont pas dans le viseur des autres entreprises. Alors, ils ont des moyens qui sont limités, donc forcément, il faut qu'ils ciblent leurs entreprises de contrôle. Ce qui lead aussi les contrôles, c'est pas mal aussi les plaintes. C'est-à-dire qu'une société, quand même elle ne fait pas énormément d'argent sur les données personnelles, la CNIL reçoit des dizaines de plaintes, il y a des chances qu'elle soit contrôlée. Ouais. Du coup, la plainte, c'est qui? C'est les utilisateurs? C'est le personnel de l'entreprise? C'est qui va se plaindre, du coup? C'est n'importe qui fait des réclamations à la CNIL. D'accord. Mais parce que, du coup, comment tu peux te plaindre en tant qu'utilisateur? Tu peux dire, tu peux pas savoir que tes données, elles ont été soit leaks, soit elles sont pas très bien sécurisées, soit elles sont... Non, mais généralement, nous, on en reçoit de temps en temps, tu sais, des mails de dire supprimez-moi de votre base de contact, machin. Et si tu ouvres pas les moyens de le faire, là, ils peuvent reporter à la CNIL qu'ils n'ont pas eu la possibilité de le faire. Oui, d'accord. Mais ça, c'est pour les newsletters ou les trucs. Par exemple, si une newsletter t'a demandé. Enfin, déjà, il faut obligatoirement quelque chose pour pouvoir te désinscrire. Et si jamais tu demandes à l'entreprise qu'elle te désinscrive et que tu vois encore des newsletters passer, là, ils sont. Okay. Ils sont pas bons, quoi. Et donc, je pense qu'il y a certains utilisateurs qui doivent pousser jusqu'à la plainte. Si on rentre un peu plus dans le détail, du coup, pour être un peu plus pragmatique, une entreprise aujourd'hui qui veut se conformer au RGPD, concrètement, qu'est-ce qu'elle doit faire et par où est-ce qu'elle doit commencer? C'est quoi le gros du chantier? Alors, on l'a fait l'année dernière, donc du coup, je vais pouvoir un peu vous raconter comment on l'a fait chez nous. Mais globalement, d'un point de vue général, il y a 4 gros sujets. Il faut lister les traitements qu'on a. Donc, on parlait de prospects, de clients. Il faut qu'on sache, on a les données de tel client pour telle raison et on les conserve dans telles conditions et jusqu'à une date particulière. J'interviens là-dessus. Ce qui est déjà pas facile parce que dans une entreprise, il y a plein de fois où on a des données où les entreprises n'en sont même pas conscientes parce qu'elles sont dans un logiciel quelconque égaré. Et dans les grosses entreprises qui ont des milliers de logiciels, il y a souvent des logiciels blindés de données dont personne n'a connaissance. C'est ça. Et là, on revient effectivement sur des problématiques que vous gérez régulièrement. C'est la cartographie. Cartographie du SI. Quels sont les systèmes dans le SI? Et après, du coup, quelles sont les données hébergées dans quel système? Les flux de données, etc. Et ça peut être, en fonction de la complexité du SI, ça peut être très chronophage. Oui, ça peut être très long. Vraiment le boulot, ouais.
Donc après, voilà, et on n'a pas, quand on commence, on n'a pas l'ambition que 100% des traitements soient listés. À terme, oui, mais il faut commencer, donc on commence par ceux qu'on connaît, puis après on verra le Shadow IT. Shadow IT, ouais. Après, tu fais quoi? Tu priorises, c'est peut-être les... parce que moi, je me posais la question aussi par rapport aux données que tu as, par exemple, de clients, comme tu dis, et tu as aussi les données de ton personnel. Finalement, est-ce que tu les mets à la même hauteur, ou est-ce que tu te dis c'est le client, le public qui est le plus important au démarrage, et on fera le personnel après, ou c'est des choses qui sont... En théorie, il y a une sensibilité des données qui peut être différente. Donc, bien sûr, on va prioriser les traitements sur les données qui sont sensibles. Donc ça, alors, par exemple, les données de santé ou autres, on a des traitements particuliers avec ces données-là. Après, le règlement concerne la totalité des données, donc à terme, tous doivent être concernés. Mais effectivement, si on doit prioriser à un moment donné pour commencer par quelque chose, il faut faire les plus sensibles en premier. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est le premier point, c'est du coup gérer la partie... registre des traitements, quelles données, quel traitement. Deuxième point, c'est de les trier et également de s'interroger sur est-ce qu'il n'y a pas des données qui sont soit redondantes, soit qui n'ont rien à faire dans notre SI, pour potentiellement faire le tri et en supprimer. Typiquement, j'ai des numéros de sécurité sociale. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir un numéro de sécurité sociale dans le cas qui m'intéresse? Tout le monde a eu l'habitude de collecter... je sais pas combien d'informations, notamment via les formulaires de contact ou autres. Bah, même le lieu de naissance, besoin, en fait. Qui s'en fout du lieu de naissance, département de naissance, tout ça, quand tu t'inscris à un site quelconque. C'est vrai qu'il y a une mode à un moment donné, c'était demander au maximum d'informations pour être au maximum côté marketing, pour pouvoir avoir le maximum d'informations sur les prospects et les clients, pour pouvoir justement retargeter plus simplement, quoi. Et là, du coup, l'entreprise va devoir potentiellement justifier auprès de la CNIL pourquoi elle prend telle donnée. Donc il faut qu'il y ait un motif légitime à cette collecte. S'il n'y en a pas, elle est en tort. D'accord, donc tout doit être justifiable. Oui. Alors typiquement, on parlait des données des salariés. Ben, bien sûr, il y a des motifs légitimes typiquement du numéro de sécurité sociale ou de données d'identité pour une entreprise qui gère la paye de ses salariés. Ça, c'est des motifs légitimes. Mais les durées de conservation, par exemple, doivent être adaptées aussi au cadre réglementaire. D'accord, ok. De manière générale, le cycle de vie de la donnée est hyper important, quoi. Aujourd'hui, on ne faisait pas ça. On avait une approche de jamais supprimer dans les applications. Moi, j'ai conçu des milliers d'applications où on n'a jamais supprimé une donnée dedans, quoi. On les désactivait, mais on ne les supprimait pas. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment le droit de faire ça, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi juridique où tu es obligé de garder un petit peu toutes les données que tu fais circuler sur par exemple, sur le recrutement, tu es obligé de garder pendant un moment les données des gens. C'est ça qui doit être au cas où tu as des contrôles en fait, sur tes recrutements. C'est ça. Et ça va dépendre du coup du motif de traitement. Dans certains cas, on peut conserver ou pas. Et du coup, ça nous amène au droit des personnes et à l'exercice du droit, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez modifier les données qui me concernent? Est-ce que vous pouvez les supprimer? Est-ce que vous pouvez me les restituer éventuellement, donc au niveau de la portabilité? Donc ça, c'est quelque chose qui est très 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 important pour la CNIL, et c'est là d'où viennent les plaintes. On nous demandait d'où venaient les plaintes, souvent c'est là, c'est-à-dire que je m'adresse à une entité, je lui demande d'arrêter de me spammer avec sa newsletter, elle le fait pas, je lui demande une fois, deux fois, je vais voir la CNIL, je dis voilà, cette entité utilise mes données sans mon accord, je porte plainte là-dessus. Et c'est ces plaintes-là, souvent, qui peuvent aboutir derrière à des contrôles. C'est pas uniquement, mais ça fait partie des points d'entrée en fait des contrôles de la CNIL. Et du coup, Thibaut, une fois que tu as fait, que tu as un peu une idée en tout cas plus précise de tes flux de données au sein de ton organisation et du traitement que tu en fais, ensuite, ça se passe comment? En fait, il y a une cellule de travail qui est faite en interne avec différents acteurs de l'entreprise pour gérer tous les processus de données et tout ça, ou c'est une personne qui s'en occupe? Enfin, ça s'organise comment au sein de ton organisation? Alors, en général, il y a un rôle qui est émergé avec le RGPD, qui est du coup le rôle du DPO, donc qui a pour objectif du coup de Data Protection Officer, qui du coup dont le rôle est de mener tous ces chantiers-là. Alors, il a un rôle un peu particulier parce que c'est aussi en France un salarié protégé. Donc on peut pas le licencier parce qu'il a dit faut arrêter de prendre les données, ce type de données. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Et il se place. Alors c'est pas lui qui a la responsabilité des traitements. La responsabilité, donc Philippe, c'est l'entreprise, donc c'est toi, c'est moi, qui ultimement sont responsables de ce qui est fait dans l'entreprise. Donc même si un salarié collecte en mode shadow des choses,
au niveau de l'entreprise, c'est nous qui sommes responsables. Donc c'est pour ça que ça doit parler un peu aux chefs d'entreprise, cette problématique du RGPD. Donc qui fait? Donc il y a ce fameux DPO qui peut être interne ou externe. On peut aussi confier à un tiers cette fonction-là. Et puis après, en général, on fait des groupes de travail en fonction. Par exemple, si je m'intéresse au traitement de données relatifs à la gestion, je vais aller voir les RH, je vais aller voir le comptable, etc., pour savoir quelles données transitent, dans quel système c'est stocké, etc., etc. Le DSI joue un rôle important aussi dans ce... Alors, le DSI peut il peut effectivement coordonner ces actions-là. J'ai pas forcément une vision exhaustive de toutes les organisations des boîtes à ce niveau-là, mais effectivement, oui, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être coordonnées par le DSI, parce que normalement, c'est lui qui a une bonne vision du système d'information, des données, où elles sont stockées. Donc oui, il peut avoir un rôle, mais il n'a pas de responsabilité particulière. Il n'est pas responsable de traitement. Comme l'entreprise, voilà. Qui a une vraie responsabilité au vu de la loi. Et par exemple, donc nous, donc Axopen, notre prestat développement, quelle responsabilité on a, par exemple, sur nous, ce qu'on développe par rapport aux données? Est-ce que finalement c'est le prestataire qui est responsable, ou est-ce que c'est l'organisation qui commande les applications? Où est-ce que ça se situe? Alors, ultimement, envers le client final, c'est toujours le client, donc par exemple, dans le cadre d'Axopen, c'est le client d'Axopen qui exploite la solution développée par Axopen. Donc, il y a toujours cette responsabilité, il ne peut pas s'en affranchir. Par contre, dans le cadre du RGPD, il y a la notion de sous-traitant qui a... Alors, bon, je ne rentrerai pas dans le cadre juridique, mais en gros, il y a cette notion-là qui permet aussi de demander à nos sous-traitants des engagements particuliers à ce niveau-là. C'est pour ça que quand vous vous souscrivez pour une application, notamment en SaaS, ou vous faites intervenir des sous-traitants dans votre système d'information, ou en web marketing, vous faites appel à un tiers, il est important que les contrats soient faits d'une manière qui rassure, on va dire, et qui permettent aux sous-traitants de prendre tous les engagements qu'ils doivent prendre. En tout cas, en termes de contrats, nous, dans tous nos contrats, on a rajouté des clauses pour s'assurer que, et envie de nos clients, on soit clean sur ce qu'on est censé faire, et envie de nos fournisseurs de données, enfin nos fournisseurs de manière générale, on a toujours une clause maintenant associée au RGPD qui cadre cette partie-là. Alors, je parle surtout des applications type SaaS, etc., parce que quand on est juste éditeur d'application, finalement, notre responsabilité, alors après, on peut faire une application qui n'est pas conforme au RGPD, mais peut-être que personne ne l'achètera. Par contre, si on n'est pas utilisateur et exploitant de l'application, on n'en est pas responsable. Voilà. Donc, c'est bien l'utilisateur de l'application qui est censé avoir cette responsabilité-là. Pas l'hébergeur et celui qui en assure la maintenance. Et du coup, Philippe, tu parlais du coup donc de nous, ce qu'on met effectivement dans nos contrats, de manière assez générale, que ce soit au sein des développements d'applications web mobiles qu'on fait. C'est quoi les grandes actions qu'on doit mener de manière ce qui change, alors effectivement, on est censé faire du privacy by design et ce genre de choses qui sont des choses quand même assez floues et assez complexes à mettre en place. Et puis, tu peux juste détailler. En fait, on est censé concevoir une application qui, par conception, respecte la vie privée des gens, en tout cas au maximum. Et on est censé, en tout cas, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est censé alerter le client sur les données qu'on collecte. Avant, on collectait tout un tas d'informations qui étaient d'ailleurs des informations personnelles, mais qui nous servaient de manière technique, l'IP des clients, ce genre de choses. On les gardait parce que ça nous arrangeait techniquement. Aujourd'hui, on essaie quand même de le mettre en visibilité du client, de plus le faire, ou en tout cas de lui mettre en visu que tout ce qui a été fait, quoi. Tout ce qu'il fait et tout ce qui pourrait être fait dans l'application. Et puis ça demande un gros travail, parce qu'on a beaucoup d'applications en parc qui sont pas du tout conformes à ça. Et dont les clients, en fait, majoritairement, c'est un des problèmes du RGPD, c'est qu'ils sont pas très intéressés par la thématique. Ils sont surtout pas prêts à mettre de l'argent pour ça, parce que ce serait gratuit, ils le feraient. Mais oui, c'est ça, mais ça ajoute des contraintes et tout ça. Donc ils sont pas tout à fait prêts à le faire. Et après, nous, on a un enjeu qui est pour le coup assez fort et qui est assez pénible. C'est que historiquement, en fait, on accédait aux données de clients essentiellement pour débugger. On allait chercher les données de production, on avait l'intégralité de la base de production de toutes les données, et on allait regarder comment s'était produit le bug. Techniquement, on n'est plus vraiment en capacité de faire ça, parce qu'aujourd'hui on essaie d'isoler de plus en plus les environnements et d'anonymiser les données et de retravailler sur des données anonymisées, ce qui est assez complexe en fait, et ce qui est encore pas beaucoup fait. Par contre, on essaie de s'assurer que les personnes qui sont habilitées à travailler sur ces données maîtrisent au moins le cycle de vie et suppriment les données quand elles n'en ont plus besoin. Mais aujourd'hui, c'est encore fréquent malheureusement qu'on travaille sur des données de production pour résoudre des bugs. Et que sur des postes de développeurs traînent encore des dumps de production là-dessus.
On n'est pas encore exemplaire là-dessus, loin de là. Parce qu'il y a une contrainte de réaliser, c'est-à-dire que quand vous êtes une petite boîte, mettre en place toute une dynamique d'isolation de données, c'est très compliqué, c'est très coûteux. Et pour aller vite sur la correction d'un bug, généralement, on bypass un peu. Alors, mea culpa, hein, Thibaut, je sais, mais en tout cas, on en est encore là, quoi, on en est encore là. Et quand on essaye d'éveiller les consciences, tout le monde est d'accord pour le faire. Et quand on leur dit, ça va coûter tant, là, d'un seul coup, ça va prendre 3 jours de prod down, ils disent non, mettre en 10 minutes et puis basta. Voilà. On verra ça dans 2 ans. Ouais. Après, c'est pas interdit de le faire, c'est juste que dans ce cas-là, c'est un traitement particulier, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un développeur qui accède à telle donnée, etc., et qui, du coup, a un certain nombre de sécurités sur son poste, etc., pour le faire. Ouais. Donc ça complexifie un peu le traitement. Ça complexifie un peu le traitement, et puis on a l'habitude en tant que développeur, il faut le dire, c'est d'être root. Et root, pour ceux qui nous entendent, ça veut dire être administrateur des machines et avoir tous les droits. Et quand on a tous les droits, on se posait pas vraiment la question de... On a tous les droits, du coup on fait ce qu'on veut. Et on bypass les sécurités des applications parce qu'on a tous les droits sur les machines physiques. Et du coup, ça nous demande un petit self-control. Ah, c'est ça. Passer 3 heures pour faire quelque chose alors qu'on pourrait le faire en 2 minutes, bon, peut-être pas trop envie. Mais c'est pas une bonne pratique, on en est conscient. Non, bien sûr. On a un peu conscient. Bien sûr. Mais se prendre pour Dieu, c'est bien aussi. Mais nous, c'est vrai qu'on développe beaucoup d'applications destinées surtout au B2B et surtout aux employés des entreprises. Finalement, est-ce que les règles qu'on devrait se mettre sur ces types de développement et sur des types de développement qui sont plutôt menés grand public, est-ce que c'est les mêmes ? Ou est-ce qu'il va y avoir une grosse différence finalement ? Alors, pour les applications qu'on développe pour le grand public, pour des clients qui ont affaire au grand public, ils respectent majoritairement le RGPD pour le coup. Là, ils jouent le jeu, on travaille conjointement avec leurs avocats pour faire les choses correctement. Après, pour les applications B2B qui sont à destination de professionnels ou de salariés, honnêtement, j'ai encore jamais vu un client qui se souciait de la problématique. Parce qu'il considère que c'est ses salariés et que du coup, ses salariés, il en fait ce qu'il veut, quoi. C'est un peu ça le raisonnement. C'est pas en soi conforme, mais en tout cas c'est la manière dont c'est fait dans la vraie vie, quoi. En tout cas ceux qui ont accès au grand public, ils ont un peu peur de la CNIL et du coup des utilisateurs, donc qui respectent le jeu. Quand c'est les propres salariés, aujourd'hui je sais pas, Thibaut peut-être t'as un écho différent, mais moi je connais pas de salarié qui s'est plaint auprès de son employeur pour dire que l'application qu'il utilisait respectait pas le règlement. J'ai eu connaissance d'un cas où effectivement un salarié avait fait un peu pression sur l'entreprise, du coup la sachant pas aux normes, avait fait pression sur l'entreprise pour dans le cas d'un départ où c'était mal passé. Voilà. Ah donc, oui, c'était du chantage. Il a fait pression. Et est-ce qu'on aurait quelques conseils à donner aux auditeurs qui nous écoutent s'ils veulent lancer des développements de nouveaux projets informatiques et qui veulent faire les choses bien dès le démarrage pour les données? Est-ce que vous avez quelques conseils là-dessus? Moi, je pense que le conseil le plus simple à donner, c'est ce qu'a dit Thibaut, c'est less is more, c'est-à-dire vraiment essayer de pas capter de la donnée dont on n'a pas besoin, et en tout cas nous en tant que prestataire de demander au prestataire, si vous n'êtes pas le prestataire, de lui dire qu'est-ce qu'il va stocker comme données, comment il va le stocker, quel est le cycle de vie, ça c'est le minimum. Et puis après, je pense que Thibaut aura d'autres conseils à donner là-dessus. C'est tellement plus simple de le prendre au début qu'à la fin, parce qu'aller changer une application dans laquelle ça n'a pas été prévu, c'est un cauchemar. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à la sécurité classique. Donc là, je vais pas revenir dessus, mais c'est appliquer les bonnes mesures de sécurité aux données qu'on traite, chiffrement ou autre. Après, quand on collecte la donnée, c'est de s'assurer qu'à chaque fois, on a la possibilité de donner son consentement, parce que l'entreprise, elle doit prouver qu'elle a bien eu le consentement de la personne pour traiter cette donnée-là. Que ça soit clair, c'est-à-dire que je suis sur un site, je mets mes données, je veux savoir ce qui en est fait. Donc il a une certaine transparence. Alors souvent, parfois c'est un peu caché dans les mentions légales. La CNIL est assez vigilante là-dessus, c'est-à-dire que quelque chose qui serait trop complexe à comprendre pour tout un chacun, ça marche pas. On n'a pas le droit, il faut que ça soit clair. Si les données sont transférées à un tiers, ça doit être précis et compréhensible. Voilà. Et puis surtout, alors on le disait en termes de conception, mais vraiment penser sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire quand quelqu'un va me demander d'effacer la donnée ou d'y accéder, de l'exporter, de la modifier. Et si j'ai pas prévu ces cas d'utilisation, peut-être dans des règles métiers, alors si on parle de spec ou dans des user stories ou autres, ça sera plus compliqué de le traiter après. Donc sur même la modélisation des données et sur le cycle de vie, les fonctionnalités de la solution. Et côté pratico-pratique,
Comment est-ce que tu suis le RGPD sur le long terme dans l'entreprise? Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est un chantier, si tu t'y mets, tu vas t'y mettre à fond peut-être sur un mois, et puis après, tu as des évolutions un peu partout, enfin, ton SI change, tout sur les SI un peu plus conséquents. Comment est-ce qu'on fait finalement pour le suivre et pour pas faire juste un one-shot, pour se mettre conforme à un moment donné, puis après, ciao. Bah, c'est clair, c'est le rôle principal du DPO. Alors, toutes les entreprises ne sont pas tenues d'en nommer un, mais dès qu'on commence à être dans des problématiques intéressantes, c'est une obligation. Qui va du coup assurer au nom de l'entreprise la veille, la sensibilisation des collaborateurs, des nouveaux collaborateurs qui arrivent lors de l'onboarding, etc., les formations potentiellement. C'est aussi peut-être éventuellement de mettre des petits aspects dans des plans projets. Ok, il y a cette partie-là, on parle de la qualité, on parle de la sécurité. Il y a peut-être dans la partie sécurité, il y a peut-être un sous-ensemble sur quelles sont les mesures sur les données personnelles qu'on prend dans le cadre de chaque projet. Au niveau de l'entreprise, c'est souvent des procédures. Alors, c'est pas très très sexy, hein. C'est souvent un peu rébarbatif, mais c'est d'avoir ces procédures, notamment pour l'exercice du droit. Je reçois un mail à dpo@bloomppm.com. Je dois être en mesure d'avoir les procédures qui me permettent de répondre à la personne qui vient me poser une question ou demander des choses. Ça peut être via des audits aussi, mais finalement c'est un peu comme pour le management de la qualité ou autre, c'est souvent quand même de l'amélioration continue. On a un plan, on n'est jamais 100%, comme je disais tout à l'heure, 100% conforme. On a peut-être 10 items qui ne le sont pas à un instant T. Ok, on dit cette année on en prend 2 et on traite ces 2-là, puis l'année prochaine on traitera les autres, puis il y en a d'autres qui vont arriver. C'est un management en fait finalement un peu comme un ISO, hein. Ouais, c'est ça. Donc on n'est pas sur la certification, mais malgré tout, on gère ça un peu comme de la normalisation ou de la certification. Ok. Et Thibaut, si tu peux nous faire là, avant qu'on close ce sujet sur le RGPD, un petit retour d'expérience du coup par rapport à toi ce que tu as mis en place. Concrètement, ça prend combien de temps en fait de se mettre dans le chantier et du coup parallèlement combien est-ce que ça coûte? Ouais, alors du coup c'est un grand sujet, on aura peut-être des gens qui seraient peut-être pas d'accord avec moi, mais globalement déjà il n'y a pas de taille unique en fonction de la taille de la société, des données qu'elle traite, de son domaine d'activité, donc et de sa maturité aussi. Si le SI est super bien cartographié, que on sait où sont les données, etc., ça va beaucoup plus vite, et du niveau de protection. Excuse-moi, tu connais une boîte comme ça, toi? Exprès, non. Non, il n'y en a aucune, mais du coup, après, ça dépend où est-ce qu'on se situe sur l'échelle, quoi. En général, du coup, pour répondre vraiment précisément à la question, il faut faire un état des lieux. C'est-à-dire qu'on commence en général par ça. Est-ce qu'il y a des choses? Et du coup, quel sera l'effort à fournir pour arriver à un niveau acceptable en termes de conformité? Pour donner un exemple, chez nous, ça nous a à peu près 20 jours hommes. En interne, donc nous on l'a fait en interne, on a choisi de le faire en interne. On a formé des collaborateurs à ces problématiques-là, aux outils, notamment le registre des traitements, etc. Et après ils sont allés auditer certaines parties de la boîte pour m'auditer moi, du coup, me demander comment je gérais la partie gestion, etc. Pour savoir quelles étaient les données que je pouvais manipuler, où est-ce qu'elles étaient stockées, etc., etc. Donc nous on a fait la mise en place du registre des traitements, des analyses d'impact, analyses de risque. On a travaillé sur la mise en conformité du site web, du coup, parce qu'on a fait un gros travail l'année dernière là-dessus. Et on a corrigé certains points techniques en écart. Juste un point, j'en profite, parce que c'est quelque chose qu'on a un peu découvert aussi, c'est que ça ne concerne pas uniquement les données informatisées. C'est-à-dire que... À la poubelle. La poubelle, voilà, la poubelle, la broyeuse, etc., etc. Les données physiques stockées sur des fiches de paye, par exemple, des choses comme ça, faut pas on les met pas dans la poubelle classique. Ça paraît évident, mais voilà, beaucoup de personnes pensent que ça concerne uniquement les données numériques. Les données physiques sont aussi à prendre en compte dans le cadre de cette démarche-là. Donc en termes de prix, ça dépend effectivement du nombre de jours hommes, ça dépend si on le fait en interne, ça dépend du coût en interne, etc. Donc en termes à minimum, de toute façon, c'est à peu près une vingtaine de jours, faut être clair. Après, si on est une profession libérale ou si on est une entreprise de 300 personnes, forcément, c'est pas la même chose. Et globalement, je dirais que si on se fait accompagner, en général, il faut au moins compter 15 000 euros, et après, ça peut aller jusqu'à 150 000 euros, ça peut aller bien plus. Donc, pour ça, c'est difficile de répondre, mais 15 000 euros, ça reste significatif pour une PME, quoi, par rapport à des développements métiers. Donc, moi, ce qu'il faut voir, c'est par rapport à l'amende que tu risques aussi si jamais il y a la CNIL qui passe chez toi et que tu n'as rien fait, quoi. Exactement. Là, j'avais deux exemples que je voulais vous partager aujourd'hui. Il y a Amazon, du coup, qui s'est pris 35 millions d'euros et avec une injonction sous astreinte. Ça veut dire qu'en gros, tant qu'ils n'ont pas corrigé, au bout de tant de temps, ils se prennent chaque jour
une petite amende de 100 000 euros. Tous les jours, allez, faut taffer vite. Donc ça c'était c'était en décembre de l'année dernière. Et pareil, alors pour donner un peu les différentes choses, il y a un médecin, alors j'ai pas les détails là, je suis pas rentré dans les détails, mais qui s'est pris une sanction du coup de 3 000 euros pour non-respect de ses obligations sur en fait le fait qu'il n'ait pas notifié une violation des données en fait. Donc il a dû se faire pirater d'une manière ou d'une autre et il l'a pas notifié aux autorités et du coup il a dû il a dû avoir une plainte et du coup il y a eu cette sanction qui a été prononcée à son égard. Donc 3 000 euros pour un médecin et 35 millions d'euros pour Amazon, quoi. Oui. Et encore, même pour Amazon, c'est moins gênant que pour le médecin, je pense. C'est ça. Sachant que là, c'était c'était sur un manquement relatif aux cookies. Oui, ils ont oublié sur l'information des personnes. C'est-à-dire que potentiellement, peut-être la phrase était mal tournée, c'était un peu ambigu. Et voilà. Donc là, c'était pas sur un manquement très grave, en fait. Hein. Mais comme quoi, maintenant, tout le monde peut être sanctionné, quoi. Au début, ils étaient assez cléments et c'était plus, si vous faites des efforts, c'est cool. Mais j'ai l'impression que plus on avance, plus ils vont... en tout cas, la CNIL va être vraiment... il y a les couperets qui tombent, quoi. Avec ces moyens, effectivement, c'est pas, ils n'ont pas 10 millions de personnes qui vont aller dans les entreprises, etc., faire des contrôles, donc ils priorisent leurs cibles. Mais effectivement, il y a des PME, il y a des TPE, il y a des grands groupes. C'est pas uniquement les grands groupes. Effectivement, on a potentiellement plus de chances de se faire attraper si on est exposé au public parce qu'on a plus de chances de recevoir des plaintes. Mais comme je disais tout à l'heure, tout le monde est soumis à ça. Et alors, également, la CNIL, dans l'application des sanctions, tient compte effectivement de la taille de l'entreprise, de sa situation économique. L'idée, c'est pas de tuer les boîtes, mais à un moment donné, si l'entreprise est défaillante et qu'elle respecte pas, la CNIL est dans son droit de mettre des amendes, quoi. Un dernier conseil pour nos auditeurs sur le sujet du RGPD ? Prenez le sujet au sérieux. Concrètement, essayez de vous former, de vous renseigner, vous faire accompagner. Parfois, ça peut vous faire gagner du temps. Alors, c'est un coût, mais ça peut vous faire gagner du temps aussi parce que partir from scratch, c'est pas toujours très simple. Il y a beaucoup de concepts, etc. Et surtout, ça sera toujours moins chronophage et moins cher que de jouer au pompier lorsque il y a les gens de la CNIL qui vont débarquer chez vous et qui, du coup, vont mettre la pression pour que vous corrigiez un certain nombre de choses en très peu de temps. Donc, très peu de temps, c'est quelques mois, voire entre 6 mois et 1 an. Mais malgré tout, parfois, quand c'est des problèmes structurels à l'entreprise, c'est compliqué. Chez nous, comme on a formé les collaborateurs, ce que j'ai dit, on a nommé un autre DPO, donc qui assure ce rôle-là, et on a fait faire un audit externe. Ça, c'est intéressant aussi d'avoir un peu un avis extérieur pour aller plus vite et pour aller mieux, quoi. Ça marche. Du coup, merci Thibaut pour toutes ces infos. Pour aller plus loin, on vous invite à aller consulter le site de la CNIL et puis aussi celui de Bloom PPM où il y a des informations sur le RGPD. On va passer à la dernière rubrique coup de cœur, coup de gueule. Philippe, je te laisse. Alors, on a 2 coups de cœur aujourd'hui, mais je vais laisser Philippe commencer. Alors, moi, j'ai un coup de cœur j'essaie de trouver un coup de cœur en lien avec la thématique. Alors, j'ai pas exactement sur le RGPD, mais j'ai pour la sécurité, qui est un des enjeux du sujet. Un site qui est fait par Mozilla qui s'appelle j'ai mangé le nom. Observatory, et qui permet en fait d'analyser votre site web pour tout un tas de clés de sécurité, protocole, tout ce qui est les headers et tout ça. Donc c'est assez technique, mais ça vous donne une note. Et comme vous avez une note mauvaise généralement, ça vous force un petit peu à vous améliorer. Nous on est à D, on était passé à D. Là on était à F même, on était rouge. On était rouge et on est passé à B+. Ouais. Donc on est assez content de nous. Mais ce qui est bien en plus, c'est qu'il met chaque point. Pourquoi ça va pas, qu'est-ce qui va pas et comment l'améliorer, et c'est vraiment super bien fait. Avec l'explication de ce qu'il faut faire et tout, ça va super loin et c'est hyper intéressant. Alors évidemment, c'est des cas de failles assez complexes à mettre en place, mais bon, ça demande pas beaucoup de choses pour les corriger généralement, et du coup, ça améliore la sécurité de tout le monde et des utilisateurs. Donc voilà, je voulais faire un big up à ça. Big up Observatory. Et vive la sécurité. On mettra le lien dans la description. Dans la description. Ça marche. Et Thibaut, du coup, tu avais un coup de cœur ? Alors moi, c'est pas totalement en lien avec la thématique, mais du coup, c'est un sujet que je porte depuis quelques années. Alors, un projet Indiegogo auquel j'ai cru il y a 5 ans. Si c'est comme Arthur avec Flutter. Et je continue de croire, mais du coup, ils ont pris beaucoup de retard. C'est la société Blue Frog Robotics qui produit un robot compagnon, on va dire, qui se balade un petit peu chez vous, qui s'appelle Buddy. Et donc là, ils sont une nouvelle fois au CES cette année, de 2021, et ils sont enfin passés en production industrielle. Donc, je
je croise les doigts et j'espère pouvoir revenir vous en parler dans un autre podcast. Voilà. Pour la petite blague, Thibaut a acheté plusieurs robots à cette entreprise il y a... T'as dit quoi, 5-6 ans? Ouais, 2015, donc... qui devait être livré dans l'année, et ça fait 5-6 ans que on a une running joke entre nous de lui demander comment vont ses buddies et que ça ne livre pas. Mais ils vont y arriver, Thibaut est toujours un fervent convaincu que ça arrivera. Mais l'avantage, c'est que plus le temps passe, plus ils auront des fonctionnalités évoluées, puisque plus on découvre des choses dans la robotique. Donc peut-être que dans 5 ans, ils pourront voler. En plus, Buddy, c'est fait pour aider les gens quand tu seras à la retraite. Tu seras content. J'ai encore un peu de temps, ouais. Et du coup, t'as quoi comme dans Buddy? T'as au moins une... Enfin, il va faire quoi en fait le robot? En fait, on peut mettre... L'idée, c'est de pouvoir mettre des applications comme sur une tablette, donc des applications Android, qui va pouvoir le faire se déplacer, le faire interagir, jouer avec lui, faire de la surveillance dans des appartements, par exemple, ou dans des maisons. Après, la créativité est assez large là-dessus et l'idée, c'est de trouver des solutions, des applications. Donc, si vous avez des applications qui vous viennent, n'hésitez pas à me contacter, mais attendez d'abord que j'ai le robot. Et puis... Ils ont proposé un langage, un éditeur pour... Oui, il y a toute une API, il y a tout un idée de développement. C'est basé sur Unity. D'accord. Voilà, donc c'est aussi un peu geeky, donc c'est sympa. Tu peux développer Flutter dessus. Je peux développer Flutter dessus, j'arrive, tu sais combien? J'en prends 2. Bon, merci à tous du coup pour vos partages de coups de cœur, et puis merci à toi Thibaut d'être venu du coup cette fois nous parler de ton expérience sur le RGPD. Et voilà, merci à tous d'avoir participé, de nous avoir écoutés, et puis on se dit à tout bientôt. Salut, merci, salut. Au revoir. Merci.